Je vais vous présenter dans un instant mes deux voisins de gauche, mais je vais me présenter moi pour commencer, puisqu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc je suis Antoine Rivière, historien. J'enseigne et je fais de la recherche de l'autre côté de la rue à l'université Paris 8, donc je suis venu en voisin. Et je vous présente en quelques mots Arnaud Micelli, qui est réalisateur de documentaires après une première vie professionnelle d'éducateur spécialisé, et Bénédicte Billard, qui est responsable de la médiathèque à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour terminer cette présentation très rapide, je suis l'intervieweur, l'historien, et ils sont ceux qui vont répondre aux questions, et donc qui vont avoir, je pense, des choses très intéressantes à dire. Mais pour commencer, il faut que je remplisse mon rôle de prof d'histoire pour vous parler de l'assistance publique. Alors je serai très rapide, je vais vous résumer en 3 phrases un cours qui me tient pendant 3 trimestres. Donc première partie, l'assistance publique, on va en parler. C'est une institution qui, depuis le 19e siècle, prend en charge des enfants abandonnés, orphelins, trouvés, errants. Ces enfants, elle les confie à des familles nourricières, c'est comme ça qu'on les appelait, à la campagne, très souvent. À Paris, il y a une institution particulière qui s'appelle l'Assistance publique de Paris et son service des enfants assistés du département de la Seine. Voilà le contexte institutionnel de l'histoire qui va vous être racontée maintenant. Cette assistance publique, elle a, entre 1750 et 1850, recueilli plus de 3 millions d'enfants en France. Entre 1850 et 1950, le siècle qui suit, plus d'1 million encore d'enfants recueillis par ces services d'assistance publique. Donc d'un point de vue, si j'ose dire, démographique, notre France d'aujourd'hui est largement le produit aussi de cette histoire-là. Et donc ces millions d'enfants qui ont été recueillis à des titres divers par l'assistance publique ont eu des descendants. Et ces descendants ont eu des descendants. Et les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, posent des questions. Des questions auxquelles, pendant longtemps, il n'y a pas eu de réponse, tout simplement parce que l'assistance publique refusait de raconter à ces anciens enfants placés quelle était leur histoire. Elle refusait de dire qui ils étaient, pourquoi ils avaient été confiés à ces services, qui étaient leurs parents. Et puis les choses évoluent, la société a un peu changé, et aujourd'hui, de plus en plus de descendants parviennent à mener à bien cette quête des origines. Ça n'est pas si simple, ça s'est un peu facilité, mais ça reste une aventure parfois difficile, périlleuse, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc mon introduction, vous voyez, était déjà un peu trop longue, et donc je vais vous donner la parole, puisque les descendants de pupilles de l'assistance en quête de leur histoire, les enfants après eux, ce sont vous deux aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, mais aujourd'hui c'est vous qu'on écoute et qu'on accueille. Ma première question, elle est très simple. C'est d'abord, qui est cet ascendant qui a suscité vos questionnements, autrement dit, qui est l'enfant placé dans votre famille qui a suscité votre envie de savoir, et quels étaient les premiers questionnements dont vous vous souvenez dans votre enfance, votre jeunesse, autour de l'histoire de cette personne. Bénédicte. Bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc alors, moi, c'est une histoire de ma mère que je vais essayer de constituer. En réalité, c'est l'histoire d'une lignée, puisque en fait, ma quête, elle commence par des questions que je me pose sur moi-même, des questions personnelles face à des remarques que me font les personnes de ma famille, les personnes de mon entourage, mes copines d'école ou mes maîtresses sur ma couleur de peau. Sur la couleur de mes cheveux. Voilà, j'habite à un petit village de Normandie. Moi, je suis petite fille et je sens très vite que je suis différente des autres. Et instinctivement, parce qu'elle me ressemble et parce que c'est ma maman, je me retourne vers elle et je lui pose mes premières questions. Le pourquoi du comment, les gens m'interrogent de façon insistante sur mon bronzage, par exemple. Et puis, je sens que ma mère hésite beaucoup à répondre, qu'elle est gênée face à cette question. Elle élude en me disant que je lui ressemble et que je suis jolie, mais en pesant un petit peu.
j'ai 6 ou 7 ans, hein, je lui pose des questions sur elle, sur sa propre histoire, sur son enfance. Que je ne connais pas mes grands-parents. Et donc, elle va consentir à se livrer, mais très, très, très doucement, très difficilement. Donc, là, j'oublie assez vite de poser des questions sur ma propre personne, et je découvre une histoire douloureuse, une histoire de son enfance. Voilà, ma mère elle me dit qu'elle était orpheline très jeune, qu'elle a vécu son enfance à Paris, et elle me raconte en fait un épisode assez traumatisant où elle arrive dans ce village de Normandie où finalement nous sommes encore quand moi je nais, et donc voilà, je vais l'accompagner pendant de très nombreuses années à se livrer sur son passé, sur son histoire dont elle semble avoir honte. Parce que elle a subi beaucoup d'affronts, beaucoup d'insultes, d'injures, de son entourage, y compris de sa propre famille et des gens qui l'ont accueilli, ses grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et donc je vais aller très doucement, je vais aller à son rythme, et puis je vais donc m'intéresser logiquement à l'histoire de sa maman, ma grand-mère, Simone. Et voilà, pour l'instant, voilà ce qui se passe jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à une certaine rencontre que les archives. Sur laquelle on reviendra dans un instant. Oui, donc on n'a pas commenté les images ici, mais donc vous avez une photo de Muguette, ici, donc sur la droite, qui est donc la maman de Bénédicte, et Simone, la mère de Muguette et la grand-mère de Bénédicte, qui sont représentées ici. Donc, pour l'instant, ce que vous savez dans votre enfance et votre jeunesse, enfin, ce que tu sais, je ne sais pas si vous voyez à la tribune, et c'est très peu de choses en fait. Et il n'y a pas encore question d'un placement. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout dans l'horizon de ce que tu sais avant d'entreprendre véritablement des recherches. Non, je ne le sais pas, ma mère ne le sait pas. Elle sait juste que qu'elle a vécu avec sa maman à Paris. Et elle se souvient de la période difficile où sa maman était très malade, puisque ma grand-mère a longtemps été malade, a parcouru tous les hôpitaux parisiens. Ma mère était donc, j'apprendrai par la suite, placée pendant ces périodes-là, mais elle ne s'en souvient pas, ou en tout cas, voilà, les histoires de famille, les mensonges, les secrets, les silences font que elle a mis tout ça bien derrière elle. Et donc, je ne sais absolument pas que ma mère avait été placée. Bien. On va continuer le fil de l'histoire de Simone, Muguette et Bénédicte dans un instant, mais je vais poser la même question à Arnaud. Donc toi, Arnaud, c'est de ton grand-père dont tu vas nous parler. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, même question, hein, dans ton enfance, dans ta jeunesse, comment se passe le récit de l'histoire familiale, et en particulier celle de ton grand-père? Qu'est-ce qui est dit de ce passé, ou qu'est-ce qui n'est pas dit? Alors moi, je vais vous parler de la quête des origines de mon grand-père, qui est un enfant né en 1915, un enfant de l'assistance publique de Paris. Donc il a été directement à la naissance placé en Auvergne, dans l'Allier, dans une famille d'accueil dans laquelle il est resté toute sa vie, où dans cette histoire de vie, il a eu la chance d'être accueilli par une famille de substitution. Même si c'était une famille de l'assistance publique, ça restait sa famille. Pour ma mère, c'est sa grand-mère. Donc il a quand même eu la possibilité d'être élevé dans une famille, dans la même famille toute sa vie. Donc ça, c'est mon grand-père. Donc mon grand-père, pour moi, c'était Papy de Paris. Toute sa vie, il a souhaité retrouver ses origines. Après, en faisant les recherches, j'ai découvert que de nombreux enfants de l'assistance publique sont transpercés par l'idée de connaître leurs origines. Moi, c'était pas tabou chez moi, au repas de famille. Toujours, on se posait les questions de savoir et si on connaissait sa mère et si on connaissait sa mère.
Je viens d'une famille plutôt populaire, où les codes de recherche, les codes historiques, des choses comme ça, on les avait pas. Donc on était dans le fantasme de pouvoir retrouver sa mère, mais sans vraiment... ma mère n'a pas vraiment agi, mes oncles et tantes non plus. Mon grand-père, lui, a agi parce qu'il a demandé à l'assistance publique d'accéder à son dossier, ce qui lui a été refusé. Donc voilà, il est décédé sans connaître sa mère. Juste pour vous dire à quel point ça lui tenait à cœur, deux petites anecdotes. Mon grand-père donc était de l'Allier. Il est né dans le 14e arrondissement. Il est venu vivre à Paris dans l'espoir, dans la rue, de croiser éventuellement de sa mère, tout simplement en se reconnaissant, quoi. Donc il est venu vivre dans le 14e avec l'idée de reconnaître. Il y a une histoire dans la famille où à la poste, tout le monde s'est pointé à la poste. Moi j'étais enfant, on m'a raconté. J'étais pas enfant, j'étais pas né. On m'a raconté. Il a emmené tout le monde à la poste. Je n'ai pas raconté ça dans l'histoire. Elle est bien cette histoire, je crois. Elle a l'air super. Il a emmené tout le monde à la poste en disant « cette femme est ma mère ». Et évidemment, cette femme est tombée des nues, c'était pas sa mère, et elle n'avait rien à voir avec ça, mais bon, c'est pour vous dire à quel point ça lui tenait à cœur. Et deuxième chose pour vous dire à quel point c'était transperçant pour lui, sur les quelques mois à la fin de sa vie, il a une démence de vieillard, et quand je rentrais dans la chambre de l'hôpital, il me demandait à chaque fois « est-ce que tu as retrouvé ma mère ?» Pour vous dire à quel point c'était important pour lui. Alors, quand même, il raconte quand même, lors des réunions de famille, ton grand-père raconte quand même quelques anecdotes de son enfance, notamment des anecdotes plutôt déplaisantes, hein, sur les colibets dont il est victime. Est-ce que tu peux nous dire un mot juste sur ça? Sans parler de ses origines encore, alors. Ah ben non, d'accord. Maintenant, suspense. Il y a une espèce de suspense qui est organisée par Antoine. Mise en récit. Moi, je le maintiens. Donc, mon grand-père a été, comme toi, hein, donc il vivait en Auvergne. Mon grand-père était blond, aux yeux bleus. Là, il a les yeux fermés, mais il avait des yeux d'un bleu très, 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 très clair. Et il était, toute son enfance, moqué. Alors, on savait que c'était un enfant de l'assistance publique à cause de ses vêtements, ce que j'ai eu comme confirmation là dernièrement. Il n'avait pas les mêmes vêtements que les autres enfants. Il n'avait pas la même allure physique et on l'appelait le Spunz, l'allemand, quoi, l'insulte. Tout au long de son enfance à l'école, quoi. Et alors, bon, je résume parce que c'est vrai que je connais bien l'histoire, mais je me permets de dire quelques petites choses que tu n'as pas dites. Malgré tout, on voit bien comment, d'une certaine manière, la volonté d'un jour découvrir son histoire, ses origines, est omniprésente, même si c'est à basse intensité, mais il y a notamment ces épisodes où vous vous intéressez à l'origine de ce nom Guillermy, et lors des vacances, vous passez dans chaque village où vous passez, vous allez sur les monuments aux morts pour voir s'il n'y aurait pas un autre Guillermy. Toi, tu racontes que dans les années 80, tu utilises le Minitel pour chercher s'il y a d'autres Guillermy. C'est important parce que les technologies auront de l'importance dans ta recherche et ta réussite. Mais bon, au final, voilà, comme tu l'as dit très bien, malgré ces quelques velléités de percer le mystère de l'histoire de l'abandon de ton grand-père, il meurt sans avoir jamais rien su, en fait, des raisons de son dépôt à l'assistance publique et de l'identité de ses parents. Alors justement, avançons dans ce récit que j'ai brodé pour vous, n'est-ce pas? Et donc, à partir de quand et comment, dans quelles circonstances, va se mettre en œuvre véritablement la recherche qui va vous permettre d'aboutir à des découvertes sur lesquelles nous viendrons dans un troisième temps, voyez, dans le récit. Oui, alors, moi je me permets de remonter un petit peu en arrière, mais 2 secondes. En fait, je me rends compte très vite quand j'accompagne ma mère dans ce cheminement pour essayer de se réconcilier avec elle-même et avec son passé, que ce qu'il va falloir que je creuse, c'est l'histoire de ma grand-mère. Voilà, parce que c'est celle-ci qui est vraiment traumatisante. Et donc, pendant de nombreuses années, je fais des recherches. Ma grand-mère, d'après le récit de ma mère, semble avoir été mise à la porte de chez elle quand elle avait 17 ans. Et donc, elle rejoint Paris. Et donc, les complications, ma vie bien compliquée. Et j'essaye,
mais de manière très naïve et très amateur, de retrouver sa trace en essayant d'aller d'adresse en adresse et de voir qu'elle a bien pu être sa vie à Paris. Et voilà, ma mère est dans l'ombre de ses recherches, mais encore très hésitante, parce que je me rends compte aussi que ce qu'elle a peur de savoir, c'est de découvrir. On ne sait pas quoi, mais peut-être que sa mère ne l'avait pas reconnue, ne l'avait pas aimée, des choses comme ça, des choses essentielles. Voilà, et je m'y prends comme je peux, mais doucement, et je me rends compte maintenant que je le faisais doucement parce que ma mère n'était pas prête à ce que j'aille plus vite. Et puis finalement, je travaille au sein d'une institution qui est celle de Joly. Je travaille au sein d'une équipe de chercheurs et notamment, très vite, je m'associe au centre d'exposition historique pour la création d'expositions temporaires, et dont celle-ci, celle sur le Mont-les-Suiers. Et évidemment, tout ça résonne très fort chez moi. Il crée j'ai entendu d'abord les collègues chercheurs dont vous, Antoine, parlez, et de ces mauvaises filles. Et je crée mon propre panneau, et dans ces panneaux, il y en a un qui s'appelle Simone. Mauvaise fille, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, je pose la question. Au regard de votre parcours de recherche, je m'adresse à vous, et à ce moment-là, j'apprends à faire des recherches. Je me renseigne sur la manière de faire des recherches auprès de l'assistance publique. Et c'est là que j'accède au dossier guidé par vos pensées, et que je retrouve le dossier de ma mère dans vos archives à la PHQ de Paris. Alors, juste une précision, donc, cette exposition, donc on est plusieurs historiens, dont beaucoup sont ici aujourd'hui, à travailler autour de cette question-là, et donc vous voyez ces travaux-là, mais ce qui est quand même une question intéressante, c'est comment vous faites le lien entre ces enfants dont on fait l'histoire pour l'exposition, qui sont effectivement des enfants placés dans des institutions judiciaires, qui sont placés dans des institutions de protection de l'enfance, et l'histoire de votre mère et à travers elle de votre grand-mère, alors même qu'il n'y avait pas d'indice que c'était il y avait une histoire de placement. Alors c'est plutôt pas avec ma mère que je fais le rapprochement, c'est avec ma grand-mère, vraiment, véritablement. D'accord. Par des bribes certainement de choses que j'ai entendues quand j'étais petite fille. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'histoire a voulu que ma mère recueille mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père chez moi. Donc elle les accueille chez elle quand ils vieillissent. Elle les recueille à la maison, mais il y a un sujet qui revient toujours sur la table, c'est l'histoire de ma grand-mère. J'ai des souvenirs qu'elles ont toujours des disputes à son sujet. Voilà. Donc, ma mère se demandant toujours pourquoi ses arrière-grands-parents l'ont recueillie, pourquoi ils l'ont fait venir en Normandie. Et mon arrière-grand-mère, voilà, traitant sa propre fille de traînée et d'incapable. Voilà. Donc j'arrive par des bribes de conversation et quelques souvenirs comme ça à me dire que ma grand-mère a dû vivre une expérience difficile et très solitaire à Paris. Et grâce à vous, vous me dites, c'est vous qui me dites en fait très directement que ma mère doit avoir un dossier à la PHP. Voilà. Je suis troublé, je ne sais plus si on se voit ou on se tutoie, mais peu importe. Quand vous dites vous, c'est moi, et quand je dis tu, c'est vous. Enfin, voilà. Et je fais comme tu m'as dit. Et donc, du coup, ce dossier, alors, est-ce que quand même, en quelques mots, je sais qu'on a le temps est compté, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire, résumer comme les démarches
très concrètes, très pragmatiques pour accéder à ce dossier. Et puis ta première impression lorsque tu as le document, alors l'original ou la reproduction entre les mains, qu'est-ce qui se passe quand tu as ces vieux papiers jaunis devant toi et que tu les lis? Ce dossier, très vite, je fais un courrier. Donc, encore une fois, je fais sur tes recommandations et avec tes conseils que je formule comme ça. Il n'arrive pas tout de suite. Je crois qu'il y a un premier raté parce qu'il y a une faute d'orthographe sur le nom. Et puis finalement, je le récupère. Puis le consulter également. Alors, la première sensation que j'ai, c'est qu'il est très mince. Et qu'il regorge d'informations très factuelles sur l'état de santé de ma mère, sa taille, sa première dent, comment elle a marché, ou des choses comme ça. Donc, finalement, peu d'informations, et puis en même temps des choses très, très fortes, puisqu'il y a des rapports d'assistance sociale sur les rencontres qui sont eues avec ma grand-mère, et donc sur ses conditions de vie. Et donc là, c'est beaucoup plus émotionnellement plus difficile à lire. Et ce dossier, j'arrive à le lire et à le comprendre aussi, parce que vous êtes là pour m'aider à comprendre le contexte à l'époque et ce que ma grand-mère avait certainement vécu. Sinon, ça aurait été certainement une lecture beaucoup plus sommaire que j'aurais pas su faire entre les lignes. Des pièces courrier. Oui, donc pour résumer ce que dit le dossier, c'est que c'est une admission temporaire parce que Simone, dont ta grand-mère, est hospitalisée, malade, et donc Muguette, ta mère, qui est dans sa première année de vie, va être placée à l'assistance publique de Paris, puis va être récupérée. Donc c'est ce qu'on apprend dans le dossier, et il est très mince parce que finalement, ta maman est restée très peu de temps au sein de l'institution. Alors Arnaud, je te pose là encore la même question. Donc on a vu qu'il y avait déjà une volonté de savoir, quelques tentatives de recherche, Minitel, Monument aux morts, les Guillermy, et puis il y a un moment décisif qui va intervenir presque 20 ans après la mort de ton grand-père, un moment où tu as changé de travail, tu travailles comme réalisateur de documentaires, et tu vas toi aussi initier de nouvelles recherches. Exactement. Donc comment j'ai eu accès au dossier de mon grand-père? Donc après avoir fait ce tourisme de monuments aux morts, si un jour vous cherchez donc, la plupart vous avez une génération de moins que moi, donc j'imagine si un jour vous faites des recherches sur vos arrière-grands-parents, vous connaîtrez le tourisme de monuments aux morts, comme tu l'as raconté. Donc, et il est bien évidemment infructueux ce tourisme-là. Donc dans le cadre de mes activités de réalisateur, je rencontre Véronique Blanchard, que vous avez vu juste avant, qui me fait rencontrer Antoine. Donc Antoine est notre messie à tous les deux, vous l'avez bien compris, et qui me dit une chose, il me dit c'est très simple. Donc, alors que nous, ça fait quand même... moi, j'étais toute ma vie, pensais que c'était très compliqué. Lui me dit c'est très simple, il suffit d'avoir le numéro de matricule, dont on ne disposait pas. Il me dit c'est encore plus simple, le numéro de matricule est sur Internet. Donc, l'après-midi même d'avoir rencontré Antoine, je retourne chez ma mère et je tape sur Internet dans le portail d'archives de l'assistance publique le nom de mon grand-père et apparaît un numéro de matricule de mon grand-père. Et tout simplement, quelques heures après, non pas quelques heures après, c'est juste le lendemain, et ben on s'est rendu, comment c'est l'adresse de... C'est où? Alors les archives de Paris. Aux archives de Paris. Métro Porte des Lilas. Voilà, on se rend là avec mon père et ma mère. On présente ce numéro de dossier. Une personne à l'accueil nous fait patienter. Et puis à ce moment-là, une autre personne vient avec des gants blancs, nous demande de venir, nous fait installer dans une petite chambre en verre, un bocal, où on se retrouve, mon père, ma mère et moi. Il se met devant nous, très sympathique mais très protocolaire. Il ouvre le dossier de mon grand-père, et imaginez l'état de ma mère et de mon père. Moi, j'ai pas dit, ça me tient beaucoup à cœur, mais j'ai fait toute cette démarche par loyauté envers ma mère et envers mon grand-père. J'étais moins investi émotionnellement, mais en tout cas, ma mère était à ce moment-là dans un état
que vous pouvez imaginer. Et puis, il trie devant nous des documents en disant ça, vous pouvez voir, ça, vous pouvez pas voir. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, hein. Il ne nous dit pas. Et puis, il nous confie une pochette et il dit si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Il ressort et il referme cette porte de bocal, là, ce bocal. Et là, parce qu'il faut maintenir le suspense, hein, j'ai bien compris ça. Et là, je découvre. Ah non, C'est ça que je veux dire. C'est maintenant. tu découvres. Je découvre en premier une lettre de la mère de mon grand-père. Le premier élément qu'on a, le hasard veut que ça soit cette lettre. Peut-être que tu voulais en faire lecture maintenant, de la lettre. Très bien. La lettre. Mais je peux la lire parce que c'est peut-être pas très. Je vais la lire rapidement. Monsieur le directeur, je suis la mère du bébé nommé Guilherme Maurice, né à la maternité le 3 juillet 1915 et admis aux enfants assistés le 6 juillet 1915. Il est impossible, monsieur le directeur, de dire ce que je souffre d'être séparé de mon enfant. Je voudrais donc, monsieur le directeur, savoir si je peux reprendre mon enfant et quelles sont les conditions. J'attends de vous, monsieur le directeur, une réponse favorable. Recevez, monsieur le directeur, mes plus sincères salutations. Estelle de Mangeon, à Chancenay, Haute-Marne. Donc là, ma mère, la première réaction de ma mère, c'est de dire, elle a eu une réaction rigolote, c'est-à-dire que toute la quête d'années de recherche, pour elle, s'arrêtait à ce moment-là parce qu'elle avait besoin d'entendre qu'une seule chose, c'est que mon grand-père avait été désiré. Et cette lettre prouvait que c'était un abandon entouré de désir, quoi. Donc elle a eu, pour elle, dans sa tête, à ce moment-là précis, après les choses évoluent, mais à ce moment-là précis, ça a comblé un vide qui existait. Bien évidemment, elle a pensé, je pense, beaucoup à mon grand-père à ce moment-là. Et elle a dit, j'aurais bien aimé qu'il sache, j'aurais bien aimé qu'il sache. Donc ça, c'est le premier élément qu'on découvre dans le dossier. Puis... Et puis il y a le nom de l'identité de... À la fin de la lettre, il y a l'identité de sa mère, vous voyez en bas, Estelle de Mangeon. Cette lettre est suivie d'une seconde lettre, donc de mon arrière-grand-père, où elle explique, elle dit « Merci, monsieur le directeur, de m'avoir redonné espoir. Dites-moi quand mon petit sera sevré, que je puisse le récupérer. » Ce qui signifie qu'entre les deux, il doit y avoir une lettre où l'assistance publique dit « On vous rendra votre enfant quand il sera sevré. » Puis plus rien pour toute la vie de mon grand-père, puisqu'il n'a pas connu sa mère et il n'a pas été récupéré. On continue à explorer le dossier, et dans ce dossier, il y a une mention notée décision spéciale sur le dossier d'admission à l'assistance publique, une mention avec un tampon, là, vous voyez en haut à gauche, là. Cette mention, bien évidemment, que je n'ai pas vue dans un premier temps, pour moi qui me semblait secondaire, et qui, au bout de quelques jours, me saute aux yeux, en disant qu'est-ce qu'elle veut dire, quoi. Et j'appelle Véronique, que vous avez vu tout à l'heure, je dis qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, rappelle Antoine, encore Antoine. Je dois continuer l'histoire ou pas, Antoine? C'est l'effet de suspense. Voilà. Prochain numéro, à tout de suite. Et donc Bénédicte, revenons donc sur l'ouverture de ce dossier assez sec, hein, mais qui malgré tout donne des informations sur les circonstances ou les conditions dans lesquelles vivait Simone à Paris dans cette situation particulière de fille mère, comme on disait à l'époque. Mais il y a malgré tout une pièce du dossier qui va être particulièrement, dont la découverte va être particulièrement importante, et c'est aussi une lettre. Oui, tout à fait. C'est un peu la même histoire, en fait. Ma mère pour elle avait toujours rappeler les choses. Ma mère ne se rappelle pas avoir été placée, mais en tout cas, elle a été versée pendant toute son enfance et son adolescence par des propos qui lui ont fait penser que sa mère était d'une part une mauvaise fille et probablement qu'elle l'avait abandonnée et qui lui aurait valu ce départ précipité après son décès en Normandie et d'avoir cette enfance un peu difficile avec mes arrière-grands-parents. Donc elle sait pas et elle a peur et donc elle enfouit tout ça. Et quand on va chercher, en tout cas quand moi je récupère ce dossier qu'elle m'a autorisé quand même à me procurer,
elle très fébrile à ce que je puisse lui lire la lettre. Mais finalement, ce courrier sera... alors, ma mère a plus de 70 ans à l'époque. Et c'est finalement dans ces quelques mots qu'elle m'a trouvé l'apaisement. Est-ce que tu veux les lire ou tu veux que je lis? Oui, vous fêtez. C'est une phrase que ma mère va finir va finir ses jours par trimballer ce courrier un peu partout dans la maison avec elle. En quelques mots, ma grand-mère avait fini par la rendre ma sœur. Elle disait quand vous ouvrirez cette lettre, les baisers que j'envoie à ma fille s'en échapperont et ils iront caresser le joli petit visage que j'imagine. Je ne vous importunerai pas plus avec mes sentiments. Dans l'espoir d'une prompte réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. Tout simplement. Mais ça vient un peu contrecarrer toutes les... tous des insultes ou tout ce qu'on a pu lui dire étant petite. Et elle est finalement rassurée. Merci. Et donc on voit l'importance de ces courriers. Donc, juste une question par curiosité. Est-ce que toi, tu as une copie de ce dossier et des pièces? C'est toi qui as pris les photographies, on t'a envoyé une copie? Non, c'est une copie que j'ai reçue par la poste. Je n'ai pas les documents originaux. Bien, et alors Arnaud, tu as pu consulter le dossier de ton grand-père. Tu as découvert beaucoup de choses, et puis il y a cette mention décision spéciale qui t'interroge et qui te pousse à m'interroger. Et je m'interroge à mon tour sur l'opportunité de répondre à tes interrogations. Et tu sens que j'hésite. Exactement. Donc quand j'ai cette mention qui est mystérieuse pour moi, j'appelle Antoine pour lui demander. Et effectivement, j'imagine que lui sait ce que c'est, moi je ne sais pas, et il se passe finalement moins de temps que j'en ai dans mon souvenir, mais je le vis, qu'il se passe beaucoup de temps sans qu'il me donne de réponse. Et en me faisant un peu tourner en rond, en disant on va s'appeler. La fois où on s'est finalement au téléphone, je me souviens qu'Antoine me redemande de raconter la situation qu'il connaissait déjà parce que je l'avais envoyé par mail, et donc je sens qu'il y a quelque chose qui ne veut pas être dit. Et je me souviens t'avoir dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon cette histoire, c'est l'histoire de ma mère et de mon grand-père, un peu la mienne, mais surtout celle de ma mère et de mon grand-père, donc libère-toi si tu as quelque chose à dire. Et là, il m'explique qu'effectivement, ces décisions spéciales, ce sont des enfants qui sont nés d'un viol, en 1915, un viol commis par les Allemands, un viol de l'ennemi, et que mon grand-père était un enfant... sa mère a subi ce viol et a été invitée et contraint un petit peu à abandonner son enfant à Paris. Elle a accouché à la maternité dans le 14e, la maternité 2. La maternité. À la maternité dans le 14e, et puis elle a directement conduit son enfant au trottoir d'en face, à l'assistance publique, et puis elle a regagné la Haute-Marne, le village de Chansonnet où elle était, à côté de Saint-Dizier, et avec le regret quelques jours après d'avoir abandonné son enfant et d'envoyer cette tête à l'assistance publique pour pouvoir le récupérer. Donc moi j'informe l'ensemble de ma famille, ma mère, mes cousins, sur ce mystère qui tombe, sur tout ce qui ressort, sur le type blond et aux yeux bleus de mon grand-père, et tout ça vient apporter une histoire à tout ce nuage de mystère qui avait depuis 100 ans, quoi, en fait. Enfin, 1915, oui, ça fait depuis 100 ans, quoi. Et justement, comment c'est reçu, cette découverte Comment c'est reçu la question du viol? Oui. Pour ma mère, c'est quelque chose d'impossible à entendre. Il se trouve que l'histoire a continué, puisque ce week-end, nous avons été pour la première fois rencontrer des cousines en Haute-Marne. Nous avons été rencontrer des cousines, une cousine de ma mère, et elles ont la même arrière-grand-mère en commun. Donc ce week-end, parce qu'après,
faut le faire rapidement, mais après, grâce au nom, etc., j'ai réussi à retrouver la famille d'Estelle de Mangeot, donc la grand-mère de ma mère, la mère de mon père. J'ai réussi à rentrer en contact avec eux et nous sommes allés les rencontrer ce week-end. Et cette question du viol est complètement, encore aujourd'hui, impossible à entendre par ma mère. Elle fabrique une histoire d'amour avec un soldat allemand. Dans un moment où le viol aurait eu lieu en novembre 1914, c'était un moment d'une guerre de mouvement. Il y a quand même très peu de chances qu'il y ait eu le temps que se développe une histoire d'amour. Mais bon, voilà, ma mère en fait ça, on en rit, parce que chaque fois, elle revient en disant « Ah, mais si, ça peut se passer là, à cet endroit », elle cherche sur Internet et tout. Elle a besoin de fabriquer autre chose qu'un viol. Et je crois que ça restera toujours comme ça, toujours. Bien, alors... nous sommes parfaitement dans les temps. Je tiens à rassurer les organisateurs et organisatrices, mais néanmoins, puisque peut-être que nous sommes avides de dialoguer avec la salle, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut mettre un terme juste momentané et puis poursuivre à travers les questions, à travers les réponses aux questions qui vous seront posées. Donc nous avons 10 à 15 minutes pour les questions. Et les micros vont circuler dans la salle. Merci infiniment en tout cas d'avoir témoigné.